Ce matin, on parle de la cybercriminalité en plateau. Roland Aïpé, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Vous êtes analyste senior à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ANSSI, c'est ça, hein? Bien ça. Voilà, je vous reçois en compagnie de André Dossa. D'abord, c'est vrai que tout le monde parle de cybercriminalité, mais que revêt ce mot? Alors, merci pour cette invitation. La cybercriminalité, il faut retenir tout simplement que c'est l'ensemble des infractions commises par le biais de l'Internet ou de l'informatique. Et donc, quand on parle de cybercriminalité, on doit parler également de cyberespace. Donc, parce que ces crimes, ces cybercrimes ont lieu dans un cyberespace. Et le cyberespace, c'est ce vide, cet espace dans lequel on plonge lorsqu'on se connecte à Internet. Cet espace qui n'a pas de frontières. Cet espace qui nous permet de naviguer, de faire des recherches, de travailler en ligne et de pouvoir nous ressourcer. Donc, il faut que cet espace soit véritablement sécurisé pour qu'on puisse éviter des crimes. Donc, la cybercriminalité, c'est un phénomène mondial et qui touche tous les pays. Ça n'est pas une personne, ça touche tous les pays, toutes les entreprises, tous les États. Ça touche chaque individu, vous et moi. Ça touche les enfants. Et aujourd'hui, il faut en parler, il faut faire la sensibilisation de la cybercriminalité pour qu'on puisse... Vous avez dit que c'est un espace vide, je viens de dire que c'est un trou noir. Mais comment alors arrivez-vous à identifier les infractions dans cet espace-là, vaste, difficile à maîtriser? Je dirais que c'est compliqué. Cet espace virtuel, d'accord, c'est difficile à identifier les crimes, mais on arrive quand même à les identifier grâce à l'impact que ces crimes ont sur les entreprises ou sur les personnes. Vous voyez un peu ce que je dis. Et donc, je donne simplement un exemple. Imaginez que vous faites un achat en ligne et vous vous rendez compte qu'après que les informations de votre carte bancaire se retrouvent sur le marché noir de l'Internet. Vous voyez, ça c'est une acte de cybercriminalité qui s'est produit sur un bien, sur votre carte. Et cela peut toucher votre image, cela peut toucher votre vie privée, cela peut toucher également la notoriété et l'image des entreprises. Donc, ici, quand on parle de cybercriminels au Bénin, il paraît que la plupart des téléspectateurs qui vous suivent pensent à ce phénomène de gaimen, c'est-à-dire les jeunes gens qui font de l'extorsion de fonds via Internet, qui vendent ce qui parfois n'existe pas, à des acheteurs qui leur envoient de l'argent. Mais sinon, y a-t-il d'autres formes de cybercriminels ou bien d'autres formes de cybercriminalité? Je voudrais qu'on fasse d'abord la différence entre la cybercriminalité et la cyberdélinquance. D'accord. Généralement, ce phénomène de gaiman est assimilé à la cyberdélinquance. C'est la cyberdélinquance. Donc, ce sont des jeunes qui peuvent vous soutirer de l'argent juste en vous parlant, juste en vous tchatchant. Mais aujourd'hui, ce phénomène a évolué vers la cybercriminalité parce qu'ils se sont organisés. Aujourd'hui, les cybercriminels sont des groupes vraiment organisés qui créent maintenant des fausses identités, qui créent de faux comptes, surtout liés aux personnes publiques, aux autorités de notre pays. Imaginez qu'il y a quand même 200 faux comptes Facebook au nom de la première dame. Seulement. Rien que ça. Rien que ça. Donc, si je vais me lancer à donner des chiffres, je vais pas, on va jamais s'arrêter. Donc, ils ont évolué avec les techniques et voilà. Ils ont évolué, donc de la cyberdélinquance, on peut tomber facilement à la cybercriminalité. Donc, la cybercriminalité, c'est pas seulement, c'est également le piratage informatique, c'est-à-dire il y a des individus qui ont les compétences et à distance, ils peuvent venir voler des informations dans votre système d'information. C'est également le vol d'informations à travers vos cartes bancaires sur Internet. C'est également, je dirais, la pédopornographie. Voilà, la sextorsion dont vous avez parlé tout à l'heure, comme on appelle également l'attaque par webcam. Donc, c'est des gens qui sont capables de pirater votre ordinateur à distance parce que vous n'avez pas caché votre caméra, votre webcam sur votre ordinateur. Ils filment, ils vous filment nu et après ils font du chantage après pour pouvoir vous tirer des rançons. Donc, voilà un peu quelques formes si Et qui sont ceux qui sont exposés à ça? Est-ce que lorsque je ne dispose pas d'un téléphone intelligent et que je n'ai pas d'ordinateur doté de webcam ou que je n'ai pas de carte bancaire, je dois pouvoir me sentir protégé, n'est-ce pas? Il y a ou bien comment est-on exposé? Qui sont ceux qui sont exposés à la cybercriminalité? Alors, je dirais tout le monde.
tout le monde, tout individu qui utilise déjà l'outil informatique, mais surtout les États, les entreprises. Voilà. Mais il faut retenir, il faut faire attention, il faut attirer l'attention sur un fait, c'est que les gens se disent, sinon les entreprises se disent que nous sommes une petite entreprise, on n'est pas concerné, nous ne sommes pas concernés par la cybercriminalité. Ou soit tu dis, il faut juste un téléphone, je ne suis pas concerné par la cybercriminalité. C'est pas vrai. Si vous n'avez pas de valeur de biens à voler ou d'informations critiques à voler, on peut utiliser votre système d'information pour attaquer un autre système d'information. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous participez à la cybercriminalité. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginez qu'on arrive... Vous êtes un cybercriminel passif. Passif, merci pour le mot. Vous êtes un cybercriminel passif. Et donc, quand on va mener des investigations numériques, on va se rendre compte qu'en fait, l'attaque vient de vous. Et on pourrait d'abord vous interpeller avant de se rendre compte qu'en fait, vous n'êtes disons, un pont pour l'attaquant. Donc, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit participer à la sécurité. Tout le monde est concerné. L'État béninois qui a décidé de numériser l'administration et qui encourage les citoyens justement à cela, à la numérisation de leurs actes, notamment avec l'administration comme même dans le privé. Quels sont les moyens dont dispose le Bénin pour protéger justement ces populations, mais également l'administration de l'État? Alors, il faut déjà reconnaître qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées par le gouvernement, ce qui nous a valu en 2018 la 8e place au plan africain. Et donc, déjà, vous savez bien avec moi que en mai dernier, l'État a adopté la stratégie nationale de la sécurité du numérique. Donc, la stratégie nationale de la sécurité numérique, c'est notre Bible en matière de cybercriminalité, en matière de cybersécurité. En plus de ça, il y a le code numérique qui a été adopté également à l'Assemblée nationale en 2018. Et qui a décrié. J'espère que vous le savez. Oui, je ne vais pas aborder ce sujet. Je vois que les voix les plus autorisées vont je comprends. Les techniciens n'aiment pas aborder les sujets politiques. Oui. Donc, il y a le code numérique également qui est là. Mais il y a aussi également la coopération, l'amélioration de la coopération internationale qui permet à l'État béninois, d'accord, de renforcer sa sécurité en matière de cybercriminalité. Donc je veux parler des conventions qui sont en cours de ratification, la convention de Budapest et de Malabo, et également l'intégration du Bénin dans le forum mondial des acteurs de la cybersécurité, qui est le FIRST. Ce forum s'appelle FIRST. Donc c'est le forum mondial qui englobe tous les acteurs en matière de cybersécurité. Donc ça renforce notre coopération sur le plan international. Également, l'ANSSI fait la coordination sur le plan national pour pouvoir véritablement faire cette lutte-là. Alors, est-il possible de savoir qu'on est la cible d'un cybercriminel? C'est vraiment compliqué de savoir tout de suite. Mais il faut déjà, moi je dirais le plus important, si vous n'êtes pas informé ou si vous ne savez pas si vous êtes déjà victime de la cybercriminalité, c'est que vous l'ignorez. Donc tout le monde est déjà victime, soit on ignore qu'on est déjà victime. Et donc le plus important, c'est de commencer par faire beaucoup plus attention pour ne pas tomber dans de petits pièges des cybercriminels. Imaginez que vous naviguez et sur Internet, on vous dit de cliquer sur un lien pour gagner un téléphone iPhone 12 qui coûte des millions. On dit on vous l'offre à $1. Je ne sais pas ce qui nous pousse à cliquer sur ce lien. Il y a des jeux de hasard, il y a des jeux... Oui. Non, vous ne pouvez pas, en toute sincérité, gagner un iPhone 12 à $1. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, il faut faire vraiment attention. Alors, imaginez qu'on vous envoie également un mail pour dire que vous avez gagné au jeu de Microsoft, alors que vous n'avez pas joué à un jeu. Pourquoi répondre? Pourquoi cliquer sur ce lien? Si vous êtes donc ça, c'est le gain, c'est la recherche du gain facile vous expose également à la cybercriminalité. Donc, il faut être vraiment vigilant. Si je n'ai pas joué à un jeu, si je joue à un jeu, toute structure qui se respecte ne m'enverra pas un lien pour me demander mes informations. Il doit me convoquer, me présenter. Si j'ai joué un jeu formé, ça veut dire que l'entreprise dispose déjà des informations sur moi. Donc l'entreprise ne peut pas encore me demander de remplir mes informations, des données à caractère personnel me concernant à travers un lien.
Alors, le cyberdélinquant, le cybercriminel sont des acteurs qu'il faut punir, mais sévèrement. Il faut les traquer jusque dans le dernier retranchement. Mais pourquoi l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité des systèmes informatiques, fait la promotion des hackers? Une très belle question. Donc, y a-t-il des hackers au Bénin? Il y a des hackers au Bénin. Alors, quand on parle du hacker, d'accord, c'est un mot anglais qui signifie le pirate informatique. Oui. Donc, un hacker, c'est un pirate informatique. Et il y a plusieurs types de pirates informatiques. Je vais donner les trois grandes catégories que tout le monde connaît rapidement. Mais il y a le hacker noir, donc celui qui est le malveillant. Il y a le hacker blanc, d'accord. Mais c'est cette personne-là qui est là pour défendre, d'accord, pour protéger le système d'information d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, disons que c'est le rôle que l'ANSSI joue sur le plan national. C'est l'histoire de la sorcellerie noire, la sorcellerie blanche. Pas du tout. Et il y a également le grey hat, c'est-à-dire celui qui met le feu et qui vient jouer encore au pompiste. Donc, c'est tout un mélange. Et donc, le pas entre l'hacker noir et l'hacker blanc, ce n'est qu'une question de moralité. Parce qu'il suit les mêmes formations que le hacker blanc, il suit les mêmes outils, mais c'est juste une question de moralité. Donc c'est la motivation qui pousse les gens à aller là, à changer de veste, si je peux me permettre. Ils changent de veste aussi pour des raisons politiques ou pour des raisons religieuses. Vous voyez un peu ce que je dis. Ils changent des raisons parce qu'ils sont à la recherche de gains faciles. Ils changent de veste, peut-être ils veulent montrer aux autres qu'ils sont forts. Alors, donc c'est une chose basée que sur la morale, sur la bonne foi, l'éthique. Pourquoi alors en produire? Pourquoi produire des hackers quand on sait que pour une raison ou une autre, un hacker blanc peut rapidement devenir un hacker malveillant, un hacker noir? Alors c'est la même question que vous allez me poser si on dit pourquoi on recrute des policiers. C'est peut-être pas évident. C'est pareil, je pense que c'est pareil, c'est une question de moralité. Un policier qui a été formé, qui s'est tiré, peut du jour au lendemain décider de faire un départ volontaire et devenir un braqueur. Vous êtes d'accord avec moi? Et si on n'a pas les policiers du cyber, comment on veut protéger ce cyberespace dont nous venons de parler? Donc il faut forcément en produire, il faut forcément former des gens, mais insister sur l'éthique. Vous organisez un challenge pour ces hackers-là. En quoi cela consiste? De quoi va-t-il servir? Alors, depuis 3 ans, je crois que c'est la 3e édition, l'ANSSI organise un concours, un challenge qu'on appelle le Hacker Lab. Et ce concours vise à détecter, d'accord, des talents et à former des talents en matière de cybersécurité. Et nous sommes en notre 3e édition. C'est un concours qui se déroule en 2 phases. Il y a la phase préliminaire. Pour cette année, ça a eu lieu du 1er au 30 septembre. Et nous avions sélectionné 20 équipes. Et les équipes sont composées de 2 à 4 personnes. Donc, pour être membre d'une équipe, il faut être béninois et avoir moins de 15 ans. Donc, l'année dernière, juste pour rappel, l'équipe gagnante, il y avait un jeune lycéen de 15 ans qui faisait partie de l'équipe. Donc, lycéen de 15 ans, hacker. Béninois. Donc quand vous parlez de hacker de cette manière, vous faites peur. Non, on a dit, il y a des hackers sains et corrects qui d'ailleurs sont au front pour lutter contre les hackers noirs, on a compris cela. D'accord. Je suis d'accord que aussi l'informatique semble être une boîte noire pour beaucoup d'entre nous. Il faut démystifier cela. L'informatique n'est pas une boîte noire. L'informatique, tout le monde peut le faire. Et il faut juste se faire former. Il faut suivre les consignes pour qu'on puisse évoluer. Et donc, si je reviens encore au Hacker Lab, et donc, nous sommes à la 3e édition, je le disais. Et donc, la première phase, la phase préliminaire, a eu lieu du 1er au 30 septembre. Et la phase finale démarrera demain sur 3 jours. Donc, c'est une compétition qui dure soit 48 heures, mais sur 3 jours. Donc ça va démarrer demain à 12h et ça finira jeudi à 12h. Au-delà de quelques cas individuels, vous avez cité le cas de la première dame, est-ce que le Bénin a déjà été une fois victime à un niveau élevé, une grosse administration, une grosse société de piratage? Je puis vous dire oui, les entreprises au Bénin sont victimes de la cybercriminalité. Et beaucoup d'entreprises sont victimes de
ce phénomène-là, qui est la cybercriminalité, et surtout du hacking, et paient de leurs données. Des fois, ça amène d'autres entreprises à carrément fermer les baraques, à fermer les portes, parce qu'ils ne peuvent plus continuer l'activité, parce que l'impact est vraiment grand. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir est-ce que les entreprises sont victimes, mais c'est de savoir est-ce que je peux être victime et qu'est-ce que je mets en place pour ne pas être victime. Est-ce que vous arrivez déjà d'aller au secours, d'aller sauver une entreprise victime de hacking et obtenir des résultats? Je dirais que c'est notre quotidien, parce qu'à l'ANSSI, il y a une équipe de réponse aux incidents qui est le BJ7, d'accord, qui est une équipe nationale qui répond aux incidents. Et donc, quand les entreprises sont victimes de la cybercriminalité, vous déployez, ils font appel au BJ7, ils déposent leur plainte, et puis l'équipe se déplace sur le terrain et faire l'investigation et mener les actions pour pouvoir corriger cela et faire des recommandations pour l'entreprise pour que cela n'arrive plus. Donc ça, c'est notre quotidien, c'est ce que nous mangeons. Vous êtes hacker vous-même? Bienveillant, bien sûr. Blanc. Je suis un hacker blanc. Je suis là pour défendre le système d'information de l'État. C'est pour ça que je travaille également à l'ANSSI. D'accord. Y a-t-il un moyen pour vous contacter à l'ANSSI? À l'ANSSI, pour nous contacter, c'est très simple. Vous tapez ansi.bj, vous allez tomber sur notre site internet, ou vous nous contactez par email, contact@ansi.bj. Et si vous êtes victime de la cybercriminalité, vous pouvez déposer rapidement votre plainte sur ciert.gouv.bj, cirt.gouv.bj. Il y a un formulaire pour remplacer et derrière toute une équipe travaille. Mais si vous me permettez rapidement, je voudrais préciser que l'ANSSI travaille avec d'autres organes de la place, l'OCRC et l'OCRC qui travaille après avec la CRIET. Donc l'ANSSI constitue également le bras technique qui travaille de commun accord avec le CRC, avec la justice et la lutte contre la cybercriminalité. D'accord. Avant de vous laisser partir, Monsieur Roland Aïpe, dites-nous, à la fin de ce concours que vous lancez, que faites-vous des lauréats? Alors, l'objectif, c'est de détecter et de les former. Et donc, d'abord en termes de employer à la suite. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, mais l'objectif c'est aussi de leur permettre de mettre ces compétences à la disposition des entreprises. D'accord? Parce que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont même pas un responsable chargé de la sécurité du système d'information. Alors donc c'est comme si, je sais pas, quelle compagnie ferait, si vous n'avez pas de gardien et vous dormez, vous ne savez pas s'il y a un voleur qui entre. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de cela. Et ce quelqu'un-là, cette personne qu'on peut recruter, on peut les recruter parmi les 16 jeunes. Autrement dit, des opportunités existent pour des jeunes compétents qui savent, qui maîtrisent les outils. Les deux dernières éditions, les meilleures équipes ont été recrutées par l'ANSSI. Systématiquement. Parce que ce sont des compétences qui sont détectées et qu'il faut exploiter, mettre leurs compétences à la disposition des entreprises. On va tous se mettre alors on suivre des formations pour vous proposer nos services aussi. Bien sûr. Pour lutter contre les hackers mauvais. Les hackers noirs. Non, après, merci. Je vous en prie. Si vous me permettez rapidement, l'objectif, c'est pas seulement de lutter contre les hackers noirs, mais c'est aussi de sensibiliser les personnes. C'est aussi de sensibiliser les entreprises, les utilisateurs de l'outil informatique. Parce que si nous sommes suffisamment sensibilisés, nous saurons quoi faire et ce qu'il ne faut pas faire et pour ne pas tomber dans le piège. Exactement. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Roland Aïpe, analyste senior à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de la cybercriminalité. Très bonne journée à vous.